Mémoire d'un continent. Elikiam Bokolo. Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO. Les pères de l'histoire générale de l'Afrique. Cheikh Anta Diop. Vous savez que jusqu'à une époque relativement récente, les théories étaient nombreuses qui faisaient venir les populations qui ont civilisé l'Afrique de toutes les régions. On peut dire qu'il y avait autant de théories que de points cardinaux. C'est l'avènement des méthodes de chronologie absolue qui a permis de mettre fin à cette sorte d'anarchie. La voix qu'on vient d'entendre est celle de Cheikh Anta Diop. Les plus anciens en âge l'auront probablement reconnue. Les plus jeunes ne la connaissent pas encore, cette voix. Mais à l'entendre, on voit bien deux des caractéristiques qui ont marqué l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Il y a dans cette voix d'abord la sérénité de la parole du savant qui martèle avec force quelquefois en se répétant un certain nombre de points qui sont l'essentiel de sa thèse et de sa démonstration. Et puis on voit aussi la passion, une passion très très forte, la volonté de convaincre de celui qui est un pédagogue, parce qu'il a un savoir que les autres n'ont pas et qui tient absolument à retenir l'attention de son auditoire et aussi à le convaincre. Cheikh Anta Diop, d'ailleurs, on peut dire, n'était pas si on prend une métaphore de la musique européenne ou de la musique africaine aussi, ce n'était pas un soliste, c'était plutôt un chef d'orchestre qui pouvait jouer le soliste, mais qui savait aussi animer autour de lui ceux qui l'écoutaient, qui avaient des choses à dire. Cheikh Anta Diop nous a quittés il y a déjà pas mal de temps aujourd'hui, 3 décennies, mais son œuvre, évidemment, est toujours vivante. D'une part parce que on en parle, on le lit, en particulier à travers l'histoire générale de l'Afrique, dont il a été de toute évidence l'un des pères absolument indiscutables, et d'autre part aussi parce que on continue d'écrire sur lui, on continue de débattre sur lui, on continue même de s'inspirer de lui. Dans le cadre de la réécriture pour conforter les thèses de l'histoire générale de l'Afrique, nous nous sommes trouvés à Luanda, en Angola, Luanda qui a accueilli le Comité scientifique international de l'histoire générale de l'Afrique pour justement partager avec les savants, les chercheurs et les enseignants angolais qui travaillent en Angola l'essentiel des thèses que nous partageons tous et de les valider à nouveau. Et j'ai avec moi, au micro de Mémoire d'un continent, le professeur Boubacar Namori Keïta, qui enseigne à l'université Agostinho Neto de Luanda et qui dirige le département d'histoire. Il a publié d'ailleurs en portugais un livre consacré tout entier à l'œuvre de Cheikh Anta Diop sous le titre « Contribution endogène à l'écriture de l'histoire de l'Afrique noire, essai sur l'œuvre de Cheikh Anta Diop ». Alors, professeur, Cheikh Anta Diop, parlons un peu de l'homme, parce que sa formation, c'est dans une époque qui est une époque décisive. Quand on regarde bien, ces livres les plus importants sont publiés entre 1954 et 1960. Donc, à un moment clé de l'histoire politique, bien sûr, mais aussi de l'histoire intellectuelle de l'Afrique, puisque, ne l'oublions pas, en 1956, il y a eu la conférence des intellectuels et artistes noirs à Paris. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce contexte et de l'œuvre lui-même ? Justement, c'est impressionnant, comme vous venez de le dire, de constater que, je peux souligner que l'essentiel, la force de la pensée de Cheikh Anta Diop, de sa thèse, part de cette période où coïncide avec cette période historique clé, une période historique, une période clé dans la mesure où ça a marqué profondément une transformation des mentalités, une transformation sur le plan politique, une transformation sur le plan intellectuel de l'Afrique. Effectivement, la décennie de 50 et de 60
a été très importante pour toutes ces révolutions, je peux dire, sur le plan intellectuel, sur le plan de la prise de conscience des défis qui s'imposaient à l'Afrique à l'époque, tant du point de vue politique que du point de vue intellectuel. Donc, forcément, ça a dû impressionner et ça a dû marquer la pensée de Cheikh Anta Diop, sa décision et son engagement pour finalement faire de cette œuvre une thèse fondamentale pour la compréhension de l'histoire de l'Afrique. D'ailleurs, il a commencé à écrire assez jeune, puisque le premier livre de 1954, c'est quelqu'un qui est dans la trentaine d'années, donc c'est jeune par rapport à l'écriture de livres, mais déjà il y a un article de lui qui est peu connu, mais qui est très très important, en 1948, au moment où la France célébrait le centenaire de l'abolition définitive de l'esclavage. On a beaucoup discuté de la République, des Lumières, etc. Et lui, il a fait un article absolument remarquable sous le titre, tenez-vous bien, « Quand pourra-t-on parler de renaissance africaine ?» En 1948. C'est-à-dire, avant les Thabo Mbeki et tous ces gens, il pensait déjà à ça. C'est-à-dire, il était toujours en avance sur son temps. C'est impressionnant, comme vous venez de dire. Effectivement, en 1948, parler de la Renaissance, questionner les pouvoirs d'alors, surtout les pouvoirs coloniaux, non seulement du point de vue politique, comme du point de vue intellectuel et tout, demander, questionner, quand est-ce qu'on pourra parler de la Renaissance africaine? Et pour constater que des décennies plus tard, cette idée apparaîtra comme une idée extraordinaire, c'est-à-dire il était d'une fécondité extraordinaire. C'est ce qui m'a toujours impressionné chez lui, la sérénité avec laquelle il posait des jalons profonds, il posait des idées, il soulevait l'essentiel dans les rapports entre les hommes, dans les rapports entre les continents, les rapports entre les sociétés, entre les civilisations. Et finalement, tout cela dans une jeunesse, je peux dire, extraordinaire. Il était très jeune à l'époque. Il n'y avait pas de prise de position, il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas de réflexion superficielle. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est ce qui m'a toujours impressionné chez lui. 1948, comme je disais, une période charnière. Toute la décennie de 1950, 54, 56, 58, avec les référendums, n'est-ce pas? Tous ces événements qui aboutissent à 1960, finalement. Pour l'Afrique, c'est fondamental pour l'Afrique franco, aussi bien l'Afrique francophone comme l'Afrique dite anglophone. Donc, à partir de ce moment, très tôt, il a posé les jalons de ce qui sera plus tard l'essentiel de son engagement intellectuel en tant qu'historien, en tant que philosophe. Alors les œuvres les plus importantes, donc il y a les articles, il y a les conférences, qui d'ailleurs un jour finiront par être réunies dans des livres. Nous avons donc en 1954 le grand livre, Nation, nègre et culture. Ensuite va suivre en 1959 l'unité culturelle de l'Afrique noire. Ensuite l'Afrique noire précoloniale. Et puis l'année de l'indépendance, les fondements culturels, techniques et industriel d'un futur État fédéral d'Afrique noire. Professeur Boubacar Keïta, aujourd'hui, quand on est un jeune homme ou un jeune chercheur, quelles sont les raisons qui font que on a une sorte de devoir et d'obligation de connaître l'œuvre de Cheikh Anta Diop? C'est complexe parce qu'on se trouve pratiquement avec tous les défis d'alors. La connaissance effective du passé africain, la connaissance effective de ce qu'est l'Afrique en fait, les sociétés africaines, ce désir on a toujours senti, on sent et on continue à sentir ce désir de se libérer d'un certain poids, de se libérer de tous ces mythes, comme disait Joseph Kizerbo, de la non-existence de l'histoire pour les sociétés africaines, de la non-existence des sociétés africaines, que les sociétés africaines n'ont pas de passé, n'ont pas eu de passé, donc n'ont pas une histoire digne d'être étudiée et d'être connue, etc., etc.
Et il y a encore ce désir de se libérer qui se fait sentir encore, de se libérer du poids économique, du poids politique et du poids idéologique que l'Africain sent jusqu'à présent, le jeune Africain sent jusqu'à présent. Alors, en regardant, en se tournant vers Cheikh Anta Diop, on retrouve une espèce de réponse à tout cela. Comment se libérer, comment connaître l'histoire profonde de l'Afrique, comment connaître l'Afrique, qu'est-ce qu'on peut faire pour connaître cette histoire. Ça me paraît très important. Qu'est-ce qu'on peut faire pour connaître l'histoire de l'Afrique? Comment peut-on y arriver? Il nous parle des moyens concrets de parvenir à cet objectif, d'atteindre cet objectif. Alors c'est tout cela que nous retrouvons chez Cheikh Anta Diop qui fait que on sent la nécessité de visiter ses œuvres, de revoir, de lire et pour nous qui pouvons aider en quelque sorte dans cette œuvre, de diffuser ses œuvres. Les ancêtres des Européens actuels, les Latins et les Grecs, qui étaient arrivés au stade de la lucidité et de la maturité, les philosophes, les savants de l'Antiquité ont tous déposé dans le même sens. Et ils nous ont presque unanimement tous dit que les anciens Égyptiens étaient des nègres. Et les Grecs, à l'apogée de leur civilisation, n'avaient aucun intérêt au 5e siècle, au moment où l'Égypte avait déjà perdu son indépendance sous les Perses. Parce que c'est à cette époque qu'Hérodote a visité l'Égypte. Les Grecs n'avaient aucune raison particulière de nous dire que ces Égyptiens étaient des nègres et que ce sont eux qui leur ont donné tous les éléments de la civilisation. Je suis avec le professeur Boubacar Keïta à Luanda, où l'UNESCO a réuni autour de l'histoire générale de l'Afrique une grande équipe de savants, membres de son comité scientifique, et aussi où ces universitaires rencontrent leurs homologues de l'université Agostinho Neto. Professeur, il y a 3 questions sur lesquelles nos auditeurs seront très heureux d'entendre votre avis. D'abord, première question, l'insistance de Cheikh Anta sur l'Afrique noire. Ouais, c'est très intéressant. L'Afrique noire, ça a toujours été central dans son œuvre, en fait, l'Afrique noire. Et surtout, encore après, il va y avoir le concept de l'Afrique noire précoloniale. Ces 2 concepts me paraissent essentiels dans le cheminement, dans le développement, dans l'évolution de la pensée de Cheikh Anta Diop et dans sa contribution à comprendre réellement le passé africain. L'Afrique noire, en fait, ce continent, que ce soit les anthropologues physiques, que ce soit les archéologues, les préhistoriens, les spécialistes de la préhistoire, je veux dire, et les historiens, on reconnaît que l'Afrique, effectivement, dans son ensemble, est le berceau de l'humanité. Quand on dit l'Afrique noire, ça ne doit pas choquer les gens. J'ai constaté dans mes cours, dans mes recherches, dans mes enseignements que c'est cet adjectif noir qui a tendance à choquer les gens. Pourquoi l'Afrique noire? Que l'Afrique est plurielle. Mais cette pluralité, cette diversité ne signifie pas que l'Afrique fondamentalement est un continent de noirs, un continent, je dirais même, de nègres. Pire encore, ce mot choque encore plus davantage les gens que noirs, nègres. Bon, l'Afrique noire, les nègres, c'est-à-dire que nous retrouvons fondamentalement du nord au sud de l'Afrique des populations essentiellement, fondamentalement, originellement noires. On ne peut pas le contester, ça c'est un fait de l'histoire. Donc c'est objectif, c'est ça la base de l'Afrique. Les autres peuples qui s'y trouvent maintenant, de manière générale, sont arrivés plus tard. Et ça d'ailleurs, ça fait partie des particularités de l'Afrique, en ce sens que l'Afrique a toujours été un continent ouvert, a toujours reçu, intégré des éléments populationnels venus de tout part, mais ce qui n'a pas manqué, ce qui n'a jamais contribué à mettre en cause cette négritude de l'Afrique, c'est-à-dire son caractère noir, du point de vue de l'origine même de l'essentiel de ces populations. Après, j'ai beaucoup aimé aussi le concept qu'il a travaillé et qu'il en a fait un concept historique qui est l'Afrique précoloniale. C'est-à-dire qu'il y a 2 moments dans l'histoire générale de l'Afrique, à mon sens. Un premier moment, une première phase d'une évolution endogène jusqu'à ce que l'Afrique entre en contact avec le monde extérieur de manière à commencer à transformer
ses institutions, ses structures, etc., etc. Et une deuxième phase, justement, qui commence à partir du moment où l'Afrique, finalement, se trouve dans une situation de mélange, de métissage, de domination, finalement, principalement de domination, quand ces institutions, ces structures sociales, etc., se trouvent totalement désorganisées. Alors ça, c'est fondamental pour comprendre, à mon avis, l'histoire générale de l'Afrique, l'évolution historique de l'Afrique. Deuxième question, l'Égypte, évidemment, puisque la grande thèse qu'il a défendue avec passion, illustrée, avec des images, il a fait des cours dans le monde entier sur ça, la question de l'Égypte. Il était convaincu, il a toujours été convaincu, et moi aussi avec la lecture que j'ai faite de son œuvre, que autant la Grèce est à l'origine de la civilisation occidentale actuelle, autant l'Égypte est à l'origine de la civilisation non seulement noire comme la civilisation universelle. Il a démontré, il a argumenté qu'il y a un lien effectivement structurel entre la vallée du Nil et le reste de l'Afrique noire. Vous savez que pendant longtemps, on a essayé de séparer la vallée du Nil du reste de l'Afrique, c'est-à-dire séparer l'Égypte du reste du continent noir. D'ailleurs, on le sait parfaitement. L'histoire de l'Égypte avait toujours été, dans un premier temps, avait toujours été traitée comme une civilisation orientale. Bon, tout cela pour isoler l'Égypte de l'Afrique, isoler la vallée du Nil de l'Afrique. Alors il a démontré l'absurdité de toutes ces thèses, de toutes ces positions, et démontré que fondamentalement, il y a un lien structurel entre la vallée du Nil et le reste de l'Afrique, entre l'Égypte et l'Afrique noire, le reste de l'Afrique. C'est pourquoi j'ai voulu contribuer un peu dans la dernière partie de mon livre sur lui, comme une illustration de la richesse, de la profondeur et de la richesse de ses idées, en ce qui concerne le lien structurel entre l'Égypte et le reste de l'Afrique noire, et insérer une matière sur la femme, surtout sur la femme. Ça m'a beaucoup impressionné, vu que aussi la femme noire s'est trouvée malgré elle au cœur d'un débat moderniste qui s'appelle aujourd'hui le féminisme. Bon, alors j'ai voulu un peu mettre les points sur les i en partant. Pourquoi ? En partant de ce que traditionnellement on pense de la femme. Et j'ai inséré aussi des institutions qui me paraissent fondamentales dans la compréhension de l'organisation sociale des sociétés africaines, qui est la circoncision et l'excision. Donc tout cela dans un souci tout simplement d'élargir, de montrer que la profondeur et la richesse de la pensée de Cheikh Anta Diop, des thèses de Cheikh Anta Diop, concernant surtout l'unité de l'Afrique noire, du nord au sud, d'ouest en est, sans exclusion aucune, sans compartimentation, montrer qu'il y a toujours eu des relations fécondes entre les différentes parties de l'Afrique et bien sûr entre l'Égypte et l'Afrique noire, la vallée du Nil et les autres parties de l'Afrique. Voilà, la troisième thèse, c'était justement la thèse de l'unité du continent africain, thèse dont il va tirer sur le plan politique l'affirmation que l'avenir de l'Afrique appartient non pas à des États dites des nations, découpés selon la logique des frontières occidentales, mais plutôt justement sur cette unité culturelle du continent. Merci beaucoup. Nous étions avec le professeur Boubacar Namori, auteur d'un livre dont on peut espérer qu'il y aura bientôt une traduction française, Contribution endogène à l'écriture de l'histoire de l'Afrique noire, essai sur l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.